Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Avec Bonheur, le rendez-vous dans lequel on donne la parole à des passionnés d'entrepreneuriat, d'innovation et à ceux et celles qui ont des belles histoires à raconter. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons plonger dans un univers fascinant qui est celui de l'horlogerie de luxe et son côté un petit peu plus sombre. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Bonobo, fondateur de la marque Orcos, une marque que vous allez bientôt connaître par cœur, qui est une start-up française qui s'est donnée pour mission de protéger les collectionneurs et les amateurs de belles montres. Et je ne serai pas seule pour mener cette conversation, puisque à mes côtés, Martin Morlock. Bonjour à tous, je suis ravi d'être à vos côtés pour cette 1 heure de podcast. Pareillement, et donc aussi connu sur les réseaux sociaux sous TikToker, et qui est un spécialiste et un passionné de l'horlogerie. Alors nous allons commencer avec Sébastien. Sébastien, comment t'es venue cette idée du projet ? Alors le projet est né de problématiques personnelles que j'ai moi-même vécues en tant que passionné de montres, puisque depuis tout petit, j'allais chercher au fond de la mer des Rolex, Breitling et autres montres perdues au fond de la mer, puisque mon père a un club de plongée à Marseille et que tous les étés, on avait des plaisanciers qui venaient nous demander si on ne pouvait pas les aider à chercher des montres de valeur qu'ils avaient perdues malencontreusement. Alors parfois j'ai retrouvé, mais parfois pas. Ça a dû faire des heureux quand même, de retrouver une montre J'ai redonné le sourire à certains, et malheureusement, pas à tous. Et ça, c'était déjà dans le fond de ma mémoire, puisque je faisais ça quasiment tous les étés plus jeune. Et puis également sur des mésaventures qui me sont arrivées personnellement, donc des tentatives de vol que j'ai subies. Heureusement, sans succès pour les voleurs. Très bien. Mais j'ai été assez chanceux. Dont une montre qui avait une valeur sentimentale assez puissante, parce qu'elle appartenait à mon frère qui est malheureusement plus là. Donc au-delà de la valeur financière, il y avait la volonté de protéger cette valeur sentimentale qu'on peut avoir sur une montre de luxe, qui est souvent une reconnaissance soit de son travail personnel fourni, on a signé un beau contrat, on a eu une réussite personnelle, on a voulu la symboliser avec l'achat d'une montre ou d'un bijou. Bon, pour les hommes, on a beaucoup plus les montres, mais les femmes aussi, bien entendu. Et où c'est un héritage, un papa, une maman, une célébration d'anniversaire important, voilà. C'est vrai qu'il y a souvent une histoire derrière chacune des montres. Tu en parles d'ailleurs sur ton podcast, qui veut raconter son histoire. Il y a toujours des sujets très personnels. Sur mon épisode Montre ta montre, il y a toujours une belle histoire derrière une pièce. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Alors là, c'est toi qui as eu l'idée, mais comment est-ce que tu t'es lancé après ? Comment tu t'es entouré ? Comment, mis à part d'aller chercher au fond de la mer des montres, t'étais pas un spécialiste de la montre et de l'horlogerie, si ? Non, pas du tout. Non, je suis plutôt, entre guillemets, autodidacte dans l'entrepreneuriat du composant horloger, puisqu'on va voir, on fabrique pas des montres, on propose des solutions d'amélioration des fermoirs actuels. Donc en effet, je suis ostéopathe de métier, donc pendant 10 ans j'étais ostéopathe du sport. J'avais aussi quelques entreprises que j'ai gérées à mon actif, mais en effet dans l'entrepreneuriat pas du tout. Lorsque j'ai subi on a essayé de me voler une première montre en 2011 à Paris. Donc une Rolex Milgauss. Okay. Donc moi j'étais dans la santé, donc j'avais acheté la Rolex Milgauss parce que voilà, il y a ce côté science. C'est une Rolex en fait qui résiste au champ magnétique, qui était fait à la base pour les chercheurs du CNRS français et d'autres chercheurs qui travaillaient dans des champs magnétiques intenses et les mouvements automatiques se déréglaient. Une très belle pièce qui n'est plus au catalogue en ce moment. Non, elle est sortie de catalogue chez Rolex. Et bref, cette montre, je gagne un tournoi de poker à l'époque à Paris. Et je fais plaisir à ma maman, à ma femme, on part à New York, et moi je me dis qu'est-ce que je peux m'acheter de bien. J'ai acheté une belle Rolex. Voilà, on essaie de me la voler en sortie de boîte de nuit à Paris, au VIP Room, donc à l'époque, qui était encore ouvert. Et voilà, un gars se fait passer pour un chauffeur de taxi, et pour un gars de la boîte, et en montant dans le taxi, il essaie de me voler la montre. Bon, il n'y arrive pas, mais c'est pas passé loin. Première alerte. Et puis voilà, après en 2015, à mon enterrement de vie de garçon à Barcelone, juste avant de me marier, pareil, on essaie de me voler du coup la montre de mon frère qui est malheureusement décédé. Et là, voilà, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Et à partir de ce moment, c'était dans ma tête que j'allais faire quelque chose. Et puis en 2016, je rencontre donc mon futur associé, Bruno Herbet, sur un salon horloger à Genève, qui est le salon EPHJ, le salon des professionnels de l'horlogerie. C'est un salon sur lequel on a tous les fabricants de composants d'une montre.
Donc vous avez des fabricants de mouvements, des fabricants d'aiguilles, des fabricants de fermoirs. Et je rencontre Bruno dans ce salon, avec qui on match d'un point de vue humain, qui adhère au projet, qui deviendra mon associé en 2019. D'accord. Lorsqu'on a créé l'entreprise. Et c'est incroyable, il n'existait aucune solution à l'époque? Eh bien non, en fait, quand je résiste entre guillemets à ces deux tentatives, je cherche moi sur Internet, sur Google, sécurisation pour montre, fermoir anti-vol, rien n'existe. Et j'étais surpris, je fais des recherches d'antériorité du coup à l'INPI sur les bases brevets. Ouais. La recherche est négative, rien n'existe. Et du coup, on dépose notre premier brevet. Mon premier brevet est déposé en novembre 2016. D'accord. Et puis ensuite, il y a une phase d'attente de la délivrance, à peu près un an et demi. Jusqu'à 18 mois pour les brevets français. Et donc, on obtient nos premiers brevets 2017-2018. D'accord. Et là, on crée la structure et on lèvera des fonds après pour aller de la phase 0 à la phase 1. D'accord. Dans laquelle on est actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est rien n'existait à l'époque. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un marché qui est un gros marché? Est-ce que le marché adressable ou la problématique, alors je ne sais pas de combien est le marché de l'horlogerie de luxe et le nombre de vols, est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors en termes de data, alors j'ai pas le chiffre exact du nombre de millions de montres de luxe qui sont vendues, mais Rolex, pour prendre exemple, vend 1 200 000 montres par an aux dernières nouvelles. Le marché global de l'horlogerie de luxe, c'est 40 milliards d'euros. D'accord. Il y a également le marché de la seconde main qui est très très puissant, c'est 20 milliards à peu près. Et le marché augmente chaque année. Ouais, qui augmente chaque année puisque le marché secondaire est aussi très 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 riche. Et puis il y a un marché de l'accessoire horloger qui fait à peu près 1,5 milliard, 2 milliards, donc des gens qui viennent upgrader leur montre. Nous en l'occurrence, on va dans un marché, le marché de sécuriser l'horlogerie. Il peut être un jour, ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui peut devenir l'équivalent de la fermeture centralisée dans l'auto, c'est-à-dire que au début, la fermeture centralisée dans l'automobile, c'était réservé aux voitures de luxe. D'accord. Puis finalement, tout le monde a eu envie de plus de sûreté, même même pour une petite voiture, même pour une voiture citadine, ouais. Puisque personne n'a envie de se faire carjacker ou de se faire voler son sac sur le siège passager. Ou d'autres problématiques plus graves dans d'autres pays où il y a carrément de l'enlèvement, etc. On n'en est pas là. Mais c'est vrai que dans l'horlogerie, moi, ça m'avait vraiment marqué quand j'avais découvert le projet, parce que je t'ai découvert sur LinkedIn, tu es très présent sur cette plateforme, et je pense que ça fait 4 ans, j'étais encore en école de commerce, je regardais sur LinkedIn ce qui se passait dans le monde de l'horlogerie, et moi, ça m'avait directement marqué. Je me rappelle, dès que j'avais découvert le projet, je m'étais abonné, et je suis super content aujourd'hui d'en savoir un peu plus, parce que c'est super innovant. Merci déjà. On voit que le travail sur LinkedIn sert à quelque chose. C'est comme quoi, on se demande. La communication. Mais voilà, merci monsieur depuis les débuts. Et oui, le projet a évolué. Et voilà, pour revenir à la question, le marché le marché de la sécurisation concerne tous les passionnés d'horlogerie, tout simplement. D'accord. Donc ça peut intéresser à peu près toutes les marques de luxe, mais aussi des marques qui ne sont pas forcément dans le luxe. Personne n'a envie de perdre sa montre, qu'elle coûte 500, 1000, 2000 euros. Surtout si elle a un côté sentimental. Exact. Alors là, je vois que tu as plein de choses devant toi. Tout à fait. C'est ce que tu proposes comme solution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous montrer Bien sûr. Donc pourquoi ce nom Orkos Orkos, ça veut dire le serment en grec. D'accord. On a beaucoup travaillé le nom. C'est un conseil intéressant que je donne à tous les entrepreneurs. Pensez à votre nom de société et ne pensez pas aujourd'hui, pensez à demain. Si demain vous allez dans d'autres pays, vous vous internationalisez, il faut que votre nom soit disponible dans tous les pays, en termes juridiques. Il ne veuille pas dire une insulte en chinois, en japonais, en allemand ou en anglais. Clairement, oui. Et il faut qu'il ait un sens, évidemment. Un sens étymologique et qu'il ait une esthétique correcte. Donc Orkos avait tous les critères et on a travaillé avec une agence de naming sur Paris, très connue. Ça coûte assez cher, mais l'erreur vaut beaucoup plus cher que de payer une agence de naming, parce que si vous vous trompez, que vous mettez sur un packaging 10 000 fois le mot et que ce mot-là veut dire une insulte dans un autre pays, vous allez devoir refaire tous vos packaging. Surtout qu'on est dans un milieu du luxe et c'est le naming, carrément toute la communication autour du brand est très importante. Et d'ailleurs, Orkos, ça se prononce bien dans toutes les langues, je pense. Oui. Parce que Rolex avait fait un énorme travail par rapport à ça et on retrouve un petit peu la même chose avec Orkos. Oui, c'est un nom court.
avec le début en or, origine, or, métal précieux, le K de la protection qui est central, et la finition en S pour la finesse qu'on peut retrouver, et la précision qu'on peut retrouver dans l'horlogerie suisse. Donc Orcos, ça veut dire le serment en grec, serment de protéger les montres les plus précieuses, comme j'ai voulu protéger celle de mon frère. Ah, c'est génial. C'est beau, beau comme bien. Histoire. Ouais, très beau. Voilà, pour le nom. Nous, notre credo, à la base, c'était pas de faire des fermoirs comme tout le monde. D'accord. Il y a des très bons fabricants de fermoirs dans le monde qui font des choses plus ou moins safe. Et nous, on a voulu intégrer à l'intérieur des fermoirs des systèmes de sélection de niveau de sûreté. Donc, comme je disais, l'équivalent de la fermeture centralisée, mais on est dans une industrie qui est plus glamour, plus petite, et il a fallu intégrer les technologies de la serrurerie, en fait, dans l'horlogerie, et venir matcher les deux mondes. Ce qu'on a réussi à faire avec les tout premiers systèmes, qui sont des fermoirs avec une petite clé. Ça, c'est pour un fermoir de château. C'est ça. Ça, c'est des protos donc, qu'on va voir sur les évolutions. Et donc ça, c'est le fermoir à clé. Donc, il s'ouvre et il se ferme comme un fermoir traditionnel. Donc, on peut l'utiliser tout à fait classiquement. Seulement, le poussoir, en réalité, ici, est une petite clé qu'on peut venir retirer à l'aide d'un accessoire. Donc, je l'ai dans ma poche, évidemment. D'accord. Donc ça, Donc ça, dès lors qu'on en a une clé, on le fait le matin, on le met, on part, on se fait pas voler sa montre, on met surtout pas son tournevis là, ou je sais pas comment t'appelles ça, ah oui, t'appelles ça un porte-clés. Ouais. Donc, on ne le garde pas sur soi, on le garde à la maison, a priori Non. Nous, on propose vraiment de l'utiliser en option. C'est-à-dire que l'objectif du produit, c'est d'activer la sûreté lorsqu'on en a besoin. D'accord. C'était vraiment l'objectif au départ. D'ailleurs, c'était une des itérations produits techniques dès le départ. Au début, on avait fait une très grosse clé. D'accord. Qui servait en même temps de porte-clés. D'accord. Donc, on devait obligatoirement sortir la clé, donc verrouiller en permanence. D'accord. Ce qui était finalement une contrainte. Nous, on voulait donner de la liberté et permettre aux gens, dans les contextes dans lesquels ils avaient peur de porter leur montre, que ce soit aller faire du jet ski, aller faire une activité outdoor, ou bien sortir en boîte de nuit et boire quelques mojitos et se laisser un peu aller, on va dire, dans l'état d'esprit, mais pas être la proie de pickpocket dans la boîte de nuit ou dans les transports ou autre. C'est bien. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir, dans le moment voulu, la durée souhaitée, venir verrouiller ma montre, la sécuriser, mais revenir à un mode standard quand je le souhaite. D'accord. L'objectif, c'était vraiment de donner du choix, donner de la liberté. Donc, il est toujours optionnel et il est toujours très facile de le verrouiller comme de le déverrouiller. L'objectif, c'était vraiment que ce soit une option à la demande et pas une contrainte permanente. D'accord. Donc, où que je sois, quelqu'un cherche à me prendre ma montre, il ne peut pas. Voilà, lorsque je l'ai décidé. Donc, lorsqu'il a verrouillé le fermoir. Tout à fait. Voilà. OK. Dans les contextes, nous, on propose de l'utiliser dans les contextes qu'on appelle d'insécurité modérée. C'est-à-dire que vous êtes dans les transports, à l'intérieur d'un lieu clos ou dans un mouvement de foule, dans une foule, les Jeux Olympiques par exemple. C'est un mouvement de fête, des gens vont pouvoir en profiter de votre, on va dire, du fait que vous ne vous souciez pas de la ferveur qu'il peut y avoir pour vous dérober votre montre. Dans ces contextes, c'est parfait. L'agression violente n'est pas possible, mais par contre, le pickpocket, lui, il peut agir. Et par contre, dans des contextes d'insécurité complète, on préconise de ne pas verrouiller sa montre et même de retirer sa montre. Mais ça, c'est le bon sens. Le bon sens doit toujours être présent. D'accord. Idem dans les activités à risque. Vous voulez aller faire du jet ski, vous voulez pas laisser votre montre à l'hôtel ou sur le bateau. La plage. Oui, c'est ça, c'est pas uniquement contre le vol. Non, voilà, c'est utiliser sa montre partout, c'est redonner les pleins pouvoirs à la montre. Souvent, les marques de montres vendent l'extrême avec la montre, aller sur la Lune avec Omega et la Speedmaster, la Rolex Daytona allait vite, la Submariner va à 300 mètres, la Sea Dweller à 1000 mètres. Mais on leur dit, allez-y vraiment, c'est pas que du storytelling. Okay. Et au final, il y a plein de plongeurs, de gens qui vont plonger, qui ont une Submariner, donc c'est un outil qui est fait pour ça, qui l'enlèvent avant d'aller plonger parce qu'ils ont peur de perdre leur montre. Je comprends, surtout s'ils se retrouvent dans la situation et qu'ils n'ont pas Sébastien pas loin qui va aller plonger pour aller la chercher. Exact. D'accord. Pas aller les sauver tout le temps. Mais avec Orcos, pas besoin d'avoir un plongeur qui va récupérer les montres au fond de l'eau parce qu'on empêche concrètement 100% des pertes de montres. D'accord. Donc ça, c'était la première innovation, voilà. Celle que j'ai connue, qui à l'époque était dans les alentours des 1000 €, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, la toute première génération, donc maintenant on appelle la génération des fermoirs SecureTech. La première version, qui existe toujours, qui est toujours d'actualité. Simplement, on a fait après d'autres typologies de systèmes. C'était le WatchLock Keytech,
donc avec sa clé poussoir, Ouais. parce qu'elle a une double. La clé sert de poussoir ou le poussoir de clé, comme on veut, qui permettait de sécuriser à la demande. Donc ça, oui, première itération. On a lancé du coup en création de la société en 2019. Sortie des premiers produits. Bon, il faut savoir qu'au milieu, il y a eu une petite maladie qui a bousculé la planète, qui s'appelle. On dit toujours avant le Covid Ouais, et c'est après vrai. le Voilà, Covid. et un avant-après. Ouais. Nous, on est arrivé. D'ailleurs, il y a un avant-après aussi avec l'augmentation de vol de montres de luxe. Après le Covid, il y a eu une énorme Une augmentation. recrudescence. Ouais. En fait, ils s'étaient mis en pause, les voleurs, pendant 2 ans. C'est Ils ont ça, voulu rattraper ouais. le temps perdu. Et malheureusement, Je crois qu'il y a eu plus de 200%. 200% d'augmentation Ouais, c'est ça, c'est post-Covid. énorme. C'est énorme, ça. Je On est savais quand même sur pas. des chiffres, plus 50, plus 60, plus 80% quasiment tous les ans depuis plus de 10 ans. Hein. C'est pas juste un effet de mode, le vol, malheureusement. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On en parlera après, on dira pourquoi. On en entend D'accord. souvent parler dans les médias, des Ah ben chefs ça, les chefs, qui se font voler des montres à 150 000. les stars, etc. Clairement, oui. Non, tout le monde est touché. Les stars comme les gens lambda qui peuvent être touchés. Mais ouais, premier développement produit, le Watchlock E-Tech, développé avec le leader suisse dans la fabrication de fermoirs horlogers, un boucle d'or SA. Ouais. C'est le fabricant de fermoirs d'Audemars Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin. Et donc, excellente qualité de fabrication. Ouais, ça se voit, il y a des belles très haut finitions. niveau d'usinage, de finition, de terminaison, mais prix élevé, 100% Swiss made. Et donc un prix final à 1 250 €. Ce fermoir valait ce prix-là. Seulement, on va le voir, les gens ne sont pas toujours prêts à payer un niveau de qualité qu'ils ne comprennent pas forcément ou dont ils n'ont pas conscience. Oui. Mais d'ailleurs, sur le catalogue de Rolex, il n'est pas proposé, mais un fermoir Rolex, c'est environ 1 000 €, non ? Oui, un fermoir Rolex équivalent, donc c'est entre 1 200 et 1 400 €. Ouais, c'est ça. Le Glide Lock est encore beaucoup plus cher. Alors qu'il n'y a pas d'innovation dessus, mais c'est déjà très cher. Ouais. Il y a de l'innovation dans le sens où ils ont d'excellents systèmes. Alors, Oui, il y a un cahier des charges. Il y a des charges, il y a des systèmes de mise à l'aise et d'ajustement à l'intérieur, mais il n'y a pas d'innovation ou de super sécurisation comme nous on peut le proposer. Ils ont leur double sécurité avec le flap. Qu'on peut voir ici. Voilà, qu'on peut voir sur ce produit. Sur les modèles professionnels uniquement. Exact. Ouais, on verra. Martin, Rolex. il connaît tous déjà sur les modes de sécurité. Très Donc pointu. ça, c'était celui qui était vraiment avec la clé pour protéger, j'ai besoin de la clé, etc. Après, je vois que tu as d'autres choses. Alors en fait, Ah, donc ça, c'était ce sont des systèmes avec des roues codeuses. D'accord. Plus ou moins de roues codeuses. Ici, on a 2 roues codeuses qui permettent d'ouvrir ou pas le fermoir. Donc là, je ne peux plus l'ouvrir, je l'ai sécurisé. Il faut que je fasse une combinaison de symboles ou de chiffres pour pouvoir réouvrir. D'accord. Même idée sur celui-ci, mais en plus simple. Donc là, j'ai un numéro, on ne voit pas bien là, mais j'ai un numéro, c'est le numéro 5. Je peux ouvrir. Si je tourne sur un autre numéro, je ne peux plus ouvrir. Et il y a combien de numéros? Donc là, on a 6 numéros. 6 numéros. Voilà. D'accord. Ce qui, en réalité, on le verra dans le développement produit, est suffisant pour régler les problématiques qu'on vient adresser. La perte, Ça part pas, ça part reste pas, bien parce qu'il bloqué. faudrait que la roue tourne sur le bon numéro, puis qu'en plus on appuie sur le poussoir. Probabilité faible. Et le vol? Le vol à la ruse. Et le vol. Alors nous, on veut protéger du vol à la ruse, mais on veut que ce soit rapidement largable. Si on a une menace armée, même si on le verra, Vol à la ruse. c'est un vol où il n'y a, pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contact physique, pas de Ah, violence, on va dire. d'accord. Enfin, il y a un C'est que tu contact. le sens même pas Il peut y partir. avoir ça. par exemple, ils peuvent t'appuyer fort sur l'épaule, du coup ton cerveau il est concentré sur une autre partie de ton corps, mais avec leurs mains ils sont en train de t'enlever la montre. J'ai trouvé toujours ça incroyable que des gens ne sentent pas qu'ils se fassent voler. Ouais, mais Et ça, du coup, avec ça, impossible. Avec ça, la Il perte... touche. ouais, faut qu'ils trouvent quand même la position parmi Ah 6, ouais, donc 6, ça on a devient quand même le compliqué. temps, je pense, de s'en rendre compte. Ouais. Ouais, clairement. non, en gros, sur les typologies de vol, on a 3 grands types de vol. Par ordre décroissant d'importance, on a le vol à main armée, qui fait très peur, qui est très médiatisé, mais finalement, C'est une petite partie. voilà, c'est 2% des vols à peu près. Ah oui, pas plus que ça. Souvent, l'arme en plus n'est pas utilisée à des fins d'action, mais à des fins de dissuasion, D'accord. puisque c'est un no-brainer. Si vous voyez quelqu'un qui vous braque, vous donnez ce que vous avez, Ah, une c'est voiture, clair. une montre. La vie avant tout. Hein. Ah C'est oui. ça. Oui, y a pas, même si vous avez une Patek Philippe en Ouais. or, on vous conseille de la donner. Vous pourrez Prenez. toujours en racheter une. Ou on conseille aussi, moi je conseille fortement de vous assurer. Ça se fait très bien.
vous avez des bonnes assurances sur le marché. Donc, D'ailleurs, juste pour revenir sur l'assurance, Ouais. c'est intéressant parce que moi, je serais une assurance, je recommanderais ce système, je donnerais même du discount d'assurance de manière à ce que effectivement les gens s'équipent et ils diminuent la probabilité de vol. Donc je suis les entièrement assurances, d'accord. tu es d'accord Ouais, hein? ça a du sens. Ouais. Comme un appartement, on le sécurise avec une caméra si Exactement. on est médiatisé. Ou... Ouais. Tout à fait. Oui, et bon, c'est assez drôle que vous en parliez parce que on a un contrat qui va sortir très prochainement. On peut pas complètement le dévoiler. Yes, ça. Félicitations. On exclut C'est bien ça. ta-da-da, sur Avec Bonheur. Voilà. On est nos systèmes de sélection de niveau de sûreté sont maintenant recommandés par des assurances. Génial. On a 2 Très assurances qui recommandent nos produits et avec l'une d'entre elles, on a un produit d'assurance dédié à la montre qui va sortir, donc qui assure les montres de façon standard. L'innovation, enfin la nouveauté, c'est que si vous avez un fermoir sécurisé sur votre montre, vous avez un discount de l'ordre actuellement de 10% sur votre prime annuelle tous les ans, qui va D'accord. permettre J'adore. d'amortir complètement le prix du Parce que fermoir. je ne sais pas si les gens ont bien compris, mais l'objectif, c'est de changer le fermoir de sa montre actuelle pour le remplacer par un Orcos. Oui, Je préfère remettre dans le contexte parce que je ne sais pas si les c'est gens... une pour très l'instant, bonne, c'est ça. une très bonne remarque parce que moi j'ai une Rolex Ouais, que je mets jamais, elle est toujours au coffre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me la faire voler et elle a beaucoup de, ma première Rolex. Et en fait, je serais embêtée de changer et de plus avoir le petit sigle Rolex. Ouais. Est-ce que je vais avoir un sigle Orcos, etc. sur la boucle ? Comment ça se passe ? très bonne Alors, question, ouais. Ouais. oui, très bonne question. Très bon point, parce qu'on verra sur les pivots produits, pivots positionnement, ça a un sens et c'est très important pour aller trouver le product market fit. Quand on vient inventer quelque chose qui n'existe pas, D'accord. on ne sait pas se situer par rapport à une éventuelle concurrence, il n'y en a pas. Donc, quand on vient innover, disrupter un marché, eh bien, il faut aller sur le marché, il faut poser beaucoup de questions via des enquêtes. Et je vais répondre à ta question. Juste avant, je réponds à la question de Martin. Alors oui, actuellement, on a 2 grands business models, on va dire. En fait, même on est allé sur le business model de la vente au grand public parce qu'avec le Covid, les échanges qu'on avait avec les maisons horlogères se sont mis entre parenthèses. Mais au tout début, l'objectif d'Orcos n'était pas de produire des fermoirs, mais simplement vendre des licences d'exploitation de nos brevets. D'accord. Au début, on avait un brevet, maintenant on en a beaucoup plus. On a un portefeuille brevet monopolistique sur le sujet de la sélection de niveau de sûreté. Ouais. Mais au départ, l'objectif, c'était vendre les licences. Nous ne fabriquions pas de fermoir, nous n'avions pas de légitimité à produire du fermoir. Donc l'objectif, c'était de vendre les licences. On discutait avec une très 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 grosse marque du groupe LVMH qui voulait intégrer de série. Bon, stand-by, Covid, revenez nous voir quand ça se finit, et ça s'est éternisé. Mais pendant ce temps, nous ont dit, cette maison nous a dit, industrialisez déjà, prouvez-nous que c'est industrialisable, que ça marche, et vous aurez ainsi une idée du coût de production. Et en parallèle, on verra s'il y a vraiment un marché pour ça. Est-ce que des clients sont prêts à le faire ? Donc, on a été sur le marché. Et le principal marché qu'on a voulu adresser, c'est la marque qui se fait le plus voler au monde, c'est Rolex. C'est 40% des vols. Et qui est également la plus produite. Parce que Rolex, on est à 1 500 000 montres par an. Oui, on n'est pas loin de ces chiffres-là. Alors, personne ne collait exactement les chiffres de Rolex, mais les estimations, ils entre 1,2 million, 1,5 million. Alors qu'il me semble que chez Patek Philippe, on est aux alentours des 60 000 par an. C'est ça. Donc plutôt. Ça fait quand même un grand écart. Ça fait un gros écart, oui. Tout à fait. Et Audemars dans les 50 000. C'est ça, entre 50 et 55 000 montres par an. Donc ça avait du sens d'aller directement sur le plus gros. Il y avait 2 intérêts avec Rolex. Un, beaucoup de volume. D'accord. Donc il y avait les montres tous les ans, on va dire 1 million plus de montres par an depuis 20-30 ans. Même si les productions ont augmenté, hein. Rolex ne produit pas 1 million de montres. Au début, c'était plutôt 200, 300, puis c'est monté progressivement jusqu'à aujourd'hui. Donc un fort potentiel. Et donc l'objectif, en effet, c'était de venir retirer le fermoir Rolex et mettre le nôtre. Alors c'est une installation qui est réversible. Hein, vous pouvez à tout moment remettre votre fermoir Rolex. Et pour l'installation, j'anticipe la question. Nous, on vend une boîte, donc un super beau packaging avec le fermoir, à l'intérieur duquel vous trouvez du coup les outils pour venir installer votre fermoir. 3 clés, puisque si vous perdez les clés, c'est bien. Vous pouvez vous avez des clés numérotées. Et donc voilà, vous pouvez faire l'installation.
vous-même, ou bien on a aussi des bons d'installation. Vous allez chez l'horloger de votre choix, il vous l'installe et nous, on paye l'horloger pour qu'il vous c'est une installe le bonne fermoir. idée. Très bonne Parce idée. que là, on l'a vu aussi, ça c'est un frein, c'est-à-dire Ouais. toucher sa montre, même si c'est pas compliqué, pour certains, c'est rédhibitoire. Ouais, c'est Ah, clair. moi, tu me me feras pas enlever. Hein. Bah, il y a beaucoup de gens, C'est- par J'ai exemple, peur de me qui... tromper, Ou de la rayer. ou de la rayer, etc. hein. Il y a souvent des gens qui veulent changer le bracelet de leur montre et quand il n'y a pas de système d'interchangeabilité, ils veulent pas le faire s'ils passent pas par un horloger parce qu'ils n'ont pas envie de rayer le fond de boîte, les Oui, cornes. tout à fait. Donc ça revient à ça. Exact. Ouais. Donc oui, là, on a eu plusieurs freins à venir régler. D'accord. L'installation, ça peut être un frein important, voire majeur pour certaines personnes. Donc Ouais. on l'a adressé via le fait qu'on propose des outils Bergeon. Bergeon SA, c'est le nec plus ultra de l'outil horloger. Ils nous ont fait une collab Bergeon X Orcos. Sympa. Et l'idée de faire ce voucher, ce bon d'installation chez l'horloger de votre choix. Ça a enlevé ce frein-là. Deuxième frein, en effet, tu l'as justement dit, lorsqu'on achète une Rolex, on n'achète pas qu'une montre, on achète une symbolique. Ouais, On clairement. achète Un univers, un symbole de réussite, un oui. univers, peu importe. Un rêve, Voilà. un rêve, Rolex un adresse. statut social. Aussi, Exact. parfois. Ouais. Ça Ouais. dépend des gens, mais Bien sûr. Voilà, Rolex a plusieurs univers. c'est vrai. Si vous aimez la mer, vous allez être séduit par la Submariner. Moi, c'était la science, donc j'ai été séduit par la Milgauss. Mhm. Voilà, la Daytona si vous aimez la vitesse. Donc chacun adhère à ce storytelling et quand on achète une icône et une icône normalement on la On n'a pas envie dénature de la On la toucher, touche pas, ouais. ouais. Mais d'un Et autre donc- côté, on n'a pas envie de la perdre. Ouais. hein. Exactement. Voilà, la balance c'était à quel point la marque s'était approprié le client pour que le fait de risquer de perdre sa montre soit supérieur au fait de retirer le logo Rolex entre guillemets sur le fermoir parce qu'en Ouais. effet je ne peux pas regraver. Alors nous on fait du gravage laser, de la personnalisation. D'accord. Et j'ai parfois des clients qui me disent vous pouvez pas me regraver la couronne Rolex. J'ai dit je pense que les avocats de monsieur Hans Ah, il Wilsdorf, serait pas d'accord, oui. le fondateur de Rolex, Rolex, vont Ouais, me ouais, foudroyer. C'est très joli. Donc concrètement, au début, donc en effet, on perd la couronne Rolex. Alors, il faut savoir que le fermoir, c'est pas la zone la plus vue de la montre. Hein. C'est plutôt le cadran et la couronne sur Ouais. lequel il y a déjà la couronne Rolex. Mais en effet, le fermoir, il y a quand même la couronne Rolex aussi. Et certains clients ne voulaient pas la perdre. Mais juste pour revenir à ça, je te coupe rapidement. Il y a beaucoup de gens qui volent des montres dans les retours que j'ai entendus, qui repèrent ça derrière, quand ils marchent Ah derrière oui. les personnes, Mhm. justement quand même avec la couronne Rolex. Et je pense que le fait d'avoir un fermoir qui ressemble énormément, mais qui n'a pas la couronne, ça dissuade quand même du vol. Ça dissuade temporairement parce qu'une fois que le logo. Ah non, tu changeras fermoir. sur le fermoir. Au bout d'un moment, les voleurs, ils savent. Donc tu Non, parce gères que- la partie effectivement protection par rapport à la perte. Sinon, après, ils sont toujours en avance, les cocos. Mais quand je dis Mais que- c'est que joli, ça dénature pas. Et je pense que ça Excuse-moi. dissuade parce que d'avoir une montre qui n'a pas toutes les pièces d'origine, c'est Ah, quelque chose de oui. plus difficile à revendre sur le marché aussi. Bien Oui, sûr. aussi, oui. Bien sûr. Mais voilà. Du coup, Très nous, bonne remarque d'un spécialiste. Le sujet, du coup, il y a deux sujets en un. Donc, en effet, la perte de la couronne, bon, pour certains clients, c'est rédhibitoire. L'objectif, souvent, c'est pas d'adresser 100% du marché des gens qui achètent une Rolex. L'objectif, c'est d'adresser les gens qui veulent utiliser leur montre dans tous les contextes et ne pas risquer de la perdre dans leur activité outdoor ou dans leur activité quotidienne, prendre le métro. Voilà, Marie-Michel, toi, tu as peur de la mettre dans le métro. Ah ouais, et moi, ça j'ai se fait peur. beaucoup hein, dans le métro, c'est assez Ah facile ouais. parce qu'il y a du contact, de la contiguïté. Moi, j'ai pas mal d'amis qui se sont fait voler leur montre Ah ouais, moi, ça me dans le ferait métro. mal. Donc quoi. avec ça, hop, vous Tu pouvez, juste, travailles dur, t'achètes une belle Rolex et hop là. vous pouvez activer l'option pendant le trajet de métro, etc. Du coup, donc en effet, je peux pas mettre la couronne Rolex. On a notre logo et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a fait un pivot sur le produit. Donc, comme tu l'as dit, on a pivoté sur le prix. Au début, on était en 100% Swiss made. Donc 100% des composants fabriqués en Suisse, mais forcément un prix de vente publique très cher. On n'a pas trouvé forcément notre marché tout de suite par rapport à ça. Les gens disaient c'est génial, mais quand même à ce prix-là, voilà, sachant que comme c'est nouveau, ils veulent tester. Et tester à 1250 €, ça faisait un peu cher. Et on l'a compris, on a rapidement sourcé une partie des composants en Asie, avec un très très haut niveau de qualité aussi. Il faut savoir que la plupart des maisons de haute horlogerie ne font pas faire leur fermoir en Suisse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est l'Omerta normalement, mais on le dit, ils se concentrent beaucoup sur le mouvement, la boîte, qui sont elles 100% fait en Suisse. Mais
sur l'habillage qu'on appelle, c'est-à-dire le bracelet, le fermoir, souvent c'est fait en Asie, mais avec des standards de la haute horlogerie aussi. Il n'y a pas de problème de qualité, c'est vraiment un problème de qualité perçue ou ressentie, mais c'est vraiment pas du tout le cas dans la réalité des faits. L'Asie, ils font je suis une d'accord. grande partie des composants que vous avez utilisés. Ils très, savent très parfois techniques. mieux faire qu'en Europe. Ils savent tout faire. C'est possible, c'est juste un cahier des charges que vous leur donnez. Et donc, grâce à ça, on a permis de passer le prix de 1 250 € à 680 € en prix public, donc quasiment divisé par 2. On a déjà vu une évolution. Deuxième évolution, comme tu l'as très justement dit, on perd la couronne Rolex. Donc nous, on ne peut pas mettre la couronne Rolex. Mais au début, on avait notre logo Orcos. Alors, il est très joli. C'est les 2 anneaux qui symbolisent le lien entre la montre et le passionné d'horlogerie. Mais ce logo, tout beau qu'il soit, il est très différent du logo Rolex. Et du coup, sur la montre, eh bien, il était clairement pas Rolex. Et du coup, on pouvait se dire, mais est-ce que c'est une contrefaçon? Est-ce que c'est une Rolex, etc. Et c'est ce qu'on appelle en horlogerie Frankensteiniser la montre. Et ça, les passionnés, ils n'aiment pas trop. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? On avait 2 options, soit ne pas mettre du tout de logo et faire un fermoir complètement neutre, ce qui est possible. Soit on met un logo qui représente quand même l'univers de la marque. Et on a trouvé le triangle. Il nous a permis de faire une nouvelle innovation. Je trouve ça génial. Ouais, alors, ça ne choque pas du tout. Sur les versions, donc les Watchlock Keytech, on a un triangle en Super Luminova. Le triangle en Super Luminova, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un matériau qui est phosphorescent la nuit, qui permet, dans les cadrans, de voir l'heure la nuit. Donc à la base, fait pour les plongeurs. C'est ça, c'est pour avoir une bonne lisibilité. Et donc nous... Ce qui est essentiel quand tu te lèves la nuit, que tu vas regarder ta montre. Et ça, à la base, c'était vraiment plus pour les professionnels de l'horlogerie, enfin les professionnels. D'accord. Parce que Rolex vendait des montres aux professionnels. Donc, notamment dans les montres de plongée. Ouais, en plongée, avant qu'il y ait les ordinateurs de plongée, les gens, la montre de plongée, c'était un organe de survie. Ils me calculaient leur temps de décompression avec leur montre, donc il fallait qu'ils aient une lisibilité parfaite. Même avec la narcose, puisque quand vous plongez à certaines profondeurs, vous avez le cerveau qui n'est pas bien oxygéné. Et donc, il faut une lisibilité très simple, très directe. Le Super Luminova servait à ça. Et nous, on a eu l'idée de le mettre sur le fermoir. Ça permet 2 choses. Un, rappeler l'univers graphique de Rolex. Là, on le retrouve carrément avec l'indicateur de midi. Voilà. Le triangle. À la fois sur la lunette et sur le cadran, on a à midi le petit triangle qui fait penser à l'univers Rolex, même sans le dire directement. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, une nouveauté dans l'horlogerie, c'est que pour la première fois, on venait voir du Super Luminova sur le cadran. Ici, c'est à des fins de lisibilité. Pardon, sur le fermoir. Non, pour les autres. Super Luminova sur le fermoir, bien sûr, qui permettait ici de la lisibilité, mais plutôt pour les voleurs. C'était de dire, signaler via le Super Luminova que c'est un fermoir sécurisé et que potentiellement, il peut être verrouillé si le possesseur l'a verrouillé. Et donc, pour nous, c'était un signal intéressant. Et même quand on discute avec les marques, de leur dire, en fait, si vous mettez le logo de la marque en Super Luminova, vous allez prévenir qu'il y a un fermoir sécurisé. Ouais, c'est bien. Et du coup, là, on a un effet dissuasif, au même titre que vous avez dans les maisons ou dans les voitures, les alarmes qui clignotent. Vous avez le petit bouton rouge qui clignote. C'est tout bête. Et Marie-Michel, regarde, du coup, c'est d'autres couleurs de Luminova. Exact. Oui, c'est ça. Là, il y a du orange. C'est rouge. Là, c'est un orange. Il y a un bleu type Tiffany qui peut reprendre le cadran d'une des Rooster. Ma veste, je suis prête à mettre mais c'est bien, le système sur ma montre. Ouais, ça permet de personnaliser encore plus la montre. C'est bien. C'est ça. C'est une bonne idée. C'est aussi une des itérations, c'est-à-dire que quand on perd la couronne Rolex, on vient gagner un triangle en Super Luminova. C'est une innovation. Et en plus, on peut venir personnaliser, venir faire matcher la couleur du triangle avec son aiguille. Moi, sur la GMT Master 2 de mon frère, par exemple. L'aiguille verte. Voilà, on a l'aiguille verte et on a le fermoir qui match avec l'aiguille ou avec d'autres, l'aiguille orange de l'Explorer ou de la Milgauss, le cadran Tiffany des fameuses... Ça, c'est vraiment de la personnalisation en fonction des marques, en fonction d'un certain nombre de choses. J'adore. Mais là, j'imagine très bien certaines pièces avec le fermoir et ce petit rappel. Je trouve ça chouette. Tout à fait. Et après, bien entendu, on propose aussi pour les versions en or, donc l'or jaune. Voilà, c'est parti pour Dubaï. Ils seront couverts. Ouais, alors, j'aimerais bien que... C'est très intéressant parce que moi, je donne des cours d'entrepreneuriat dans les écoles de commerce, notamment. Et justement, j'arrête pas de dire, vous pouvez pivoter pour réussir. Vous allez pivoter. Ne partez pas du principe que la première idée que vous avez va être la bonne. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Depuis que tu as lancé ta marque, tu as pivoté plusieurs fois. Oui, effectivement, en fait, c'est très rare lorsqu'on lance une idée, encore plus quand c'est
quelque chose de très disruptif, qui n'existe pas encore une fois, que le produit final qui a le succès soit la première idée. C'est extrêmement rare. Donc en effet, les premières... donc là, on l'a vu sur le produit, précisément sur le Watch Logitech, on a déjà fait plusieurs pivots sur le prix, sur le design, sur le positionnement. On l'avait positionné très très luxe. En réalité, on l'a repositionné comme un accessoire en final, qui suffit largement, puisque les gens achètent clairement un accessoire, ils n'achètent pas une montre de luxe. Donc on s'était trompé dans le positionnement quelque part, on était allé trop haut. Donc on a fait ces itérations, ces pivots sur le premier produit. On a fait également des itérations sur la typologie du système de verrouillage. On a échangé avec les plus grandes maisons horlogères. Tu peux nous donner des noms ou pas? Alors, on est gourmand. Alors, déjà une exclue, est-ce que tu en as une deuxième? La Suisse, alors je vais vous dire non, je ne peux pas vous donner de nom pour 2 raisons. Je suis d'origine corse, donc l'omerta, on la respecte. On comprend. Je parle de la bonne omerta, c'est-à-dire le respect de la confidentialité. C'est bien. Et puis la Suisse aussi, pays très neutre, très, très secret. L'horlogerie, on n'aime pas dire ce qu'on va faire, soit aux clients, ni aux concurrents, dans quelques années. Donc, j'aurais essayé. Tu aurais essayé de me corrompre, Martin. De partager. Martin, il veut toujours partager toutes les bonnes infos avec sa communauté. À ses abonnés. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas vous dire. J'espère que vous le verrez dans quelques années. Mais oui, on discute avec des marques du top 20, du top 10, voire même du top 5. Incroyable. Donc normalement, si vous connaissez le top 5, vous avez je pense que j'ai quelques idées en tête, moi. Et du coup, on a présenté ces innovations aux maisons horlogères. Elles ont adoré le principe de la sélection de niveau de sûreté. Donc, on a présenté les systèmes clés. Ouais. Donc, on a été invité chez les plus grandes marques. Donc, pour nous, c'était sympa parce qu'on a visité un petit peu la Suisse, les différents cantons. Et on a échangé avec elles de façon très productive, très intéressant. Et pour la plupart, les systèmes clés, elles ont aimé le principe, mais elles n'ont pas voulu l'intégrer de série. Par contre, on leur a proposé, parce quand on a discuté avec elles, pour les systèmes Kitech, on avait déjà en cours le dépôt d'autres brevets, mais on ne pouvait pas leur en parler, qui étaient les actuels, qui sont les systèmes dits CodeTech. D'accord. Qui sont le même principe, venir sécuriser la montre, mais pas avec des clés, qui pouvaient pour certaines marques être contraignants, même si c'est une histoire de goût. Qu'est-ce que je fais si je perds la clé? Ils ne voulaient pas forcément gérer de la logistique des clés des clients, etc. Okay. Même si pour certaines, il y avait des idées de mettre les systèmes dans des films très connus. On va réfléchir, il est en train de nous faire réfléchir. Ça y sera peut-être dans quelques années, mais ce ne sera pas des Kitech. Ce sera du coup des CodeTech. Les CodeTech qui permettent plusieurs choses. Toujours éviter la perte, toujours éviter le vol par ruse, dissuader potentiellement à terme le vol violent, parce que la problématique du vol violent, elle est là. Aujourd'hui, on ne la résout pas. Quand on va tirer très fort, on va finalement casser le bracelet. Mais à terme, si moi je suis voleur, et toutes les montres d'une certaine marque X sont équipées de fermoirs sécurisés, et que dans la même salle, j'ai cette marque X sécurisée par des fermoirs à sélection de niveau de sûreté, une marque Y qui n'a pas de sécurisation, pourquoi je vais m'embêter à risquer un échec sur la marque sécurisée? Bien sûr. Je vais voler tout simplement une montre facile à voler. Ouais, ça a du sens. Ça, ça fait partie des résultats des études qu'on a eues. On a discuté avec des forces de l'ordre. Il faut savoir que la problématique... tout à l'heure, on l'a abordé, il y a 2% de vols violents. C'est pas les plus fréquents, mais ça existe et ça fait peur. Comme le Covid, vous aviez un taux de mortalité très faible, mais tout le monde était terrorisé d'aller en réanimation. La plupart des vols, alors vous avez à peu près une autre moitié, 40-45% qui sont des vols dits qualifiés, où il peut y avoir un arraché de la montre et casser la montre, bien que soit compliqué après pour les voleurs de recéler la montre, puisque aller chercher des composants chez Rolex, je pense que tu sais, c'est quasi impossible. Ouais, Rolex. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça pouvait dissuader de voir qu'il n'y a pas un fermoir d'origine sur la revente. Mais c'est marrant parce que quand je vous entends parler, vous les spécialistes depuis tout à l'heure sur l'horlogerie de luxe, Martin, tu étais allé 2 fois au salon à Genève, etc. Ouais, tu étais revenu, tu étais allé... Pendant les Watches and Wonders, voilà. Donc ça c'était en mars si je dis pas de bêtises. Avril, ouais. En avril. Ouais. Et j'avais d'ailleurs vu Sébastien sur son stand parce qu'il avait eu l'opportunité d'avoir un stand pendant les Watches and Wonders dans le coin Lab, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et c'est rare d'avoir... franchement, il faut être déjà validé par les grosses maisons, je pense, pour être accepté dans ce salon, non?
Oui, tout à fait. Je cut 2 minutes, il faut que je termine les stats. Ouais, bien sûr. D'accord. Après, je reviendrai à la question. Clairement. Très bien. Donc, je disais 40-45% sont des vols qualifiés, donc avec une traction de la montre, potentiellement une fracture du bracelet ou du fermoir. Très compliqué d'aller rechercher un fermoir, donc ça les embête quand même. Et tout le reste, donc à peu près 60%, ce sont des vols par ruse, sans aucune violence. Alors, ils sont très peu médiatisés tout simplement parce qu'ils se voient pas. Ouais. À Paris, il y a une brigade qui est dédiée aux montres de luxe. C'est un truc de fou, quoi. C'est toi qui me l'as appris, je savais pas ça du tout. Oui, c'est une problématique qui dépasse le cadre de l'horlogerie. En fait, en effet, les riches... Enfin, Paris, c'est la ville, la capitale de la gastronomie, mais aussi du luxe, et du savoir-vivre, du savoir-faire. Et puis, lorsque les touristes... donc, à Paris, on a une pléthore d'hôtels de luxe, de restaurants étoilés. Si les riches ne peuvent pas venir avec leurs objets, entre guillemets, leurs attributs, leurs voitures, leurs montres qui se sont offerts par leur travail ou autre, à la capitale, ils ne viennent plus tout simplement. Bien Donc sûr. ils vont à Dubaï, ils vont à Singapour, ils vont à Monaco. C'est la même chose à Londres en ce moment. Il y a beaucoup de vols de montres. Moi, je crois que c'est la ville où il y a le plus de vols de montres dans le monde. Tout à fait. Et donc c'est un problème pour le tourisme français. Donc il y a une brigade dédiée de 30 gendarmes qui est là pour essayer d'endiguer un peu le phénomène. Mais voilà, nous, on pense que c'est le fait de mettre des systèmes hardware sur les montres qui va dissuader les voleurs. La police, ils font ce qu'ils peuvent, mais très compliqué de venir arrêter des opportunistes parce que là, à l'heure actuelle, n'importe qui peut voler une montre, c'est tellement simple et ça recrute de façon très large les voleurs. Et c'est ça le problème, c'est que n'importe qui peut le faire et on ne peut pas suivre n'importe qui. Alors, c'est passionnant, on va avancer. Oui, c'est clair. Donc déjà, On est les Watches and Wonders. Voilà. Ouais. Et comment tu as été invité à participer à ce salon? Parce que les Watches and Wonders, c'est un des plus gros salons de l'horlogerie. C'est là où beaucoup de grandes maisons horlogères partagent exposent les nouveautés, les nouveautés de l'année. Donc c'est quand même quelque chose qui est très médiatisé. Comment tu as réussi à avoir un petit stand pendant ce salon? Alors, Watches and Wonders, donc, c'est le plus gros salon horloger du monde. 60 marques invitées, triées sur le volet. Donc, on a Rolex, Patek Philippe, Tudor, enfin, toutes les grandes manufactures. Donc, ça, c'est les marques qui exposent, 60 marques. Et à côté, dans le même espace, on a un espace qui s'appelle le Lab, qui est réservé aux entreprises innovantes, à présenter leurs innovations du futur, sélectionnées par la Watches and Wonders Geneva Foundation. Donc, c'est Rolex SA, Patek Philippe SA, LVMH, Richemont Group, qui décident quelle marque expose et quelles entreprises peuvent venir montrer les innovations du futur. Donc ça, pour nous, c'était une reconnaissance assez exceptionnelle. Belle validation. Invité, on était invités sur ce salon. Donc on avait notre stand et ça nous a permis de soit re-rencontrer les maisons horlogères les plus prestigieuses ou de nouer de nouveaux contacts. Est-ce que tu as signé des contrats? On ne peut pas parler. On ne peut pas trop en parler. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on a fait des grandes avancées avec plusieurs maisons horlogères de plusieurs groupes et qu'il y a des échanges en cours plus ou moins approfondis. On est à des steps différents avec différentes maisons. Bien sûr. Mais oui, en tout cas, la problématique est enfin adressée par les maisons horlogères. Mais ils ont tout intérêt parce que si effectivement c'est une industrie en croissance, si tu croises avec le vol ou la perte, je veux dire, ça va ralentir l'industrie. Ça freine les gens à avoir une belle montre. D'ailleurs, Marie-Michel, je l'ai revu il y a quelques jours pendant les Geneva Watch Day, parce que j'étais également à Genève pendant ce salon-là. Tu te balades beaucoup, Martin. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance en ce moment. Et Sébastien, il était très occupé, donc je pense que ça fonctionne bien. D'accord. Oui, très honnêtement, on est content. On voit qu'on a trouvé des solutions qui plaisent aux maisons horlogères et qui plaisent aux clients finaux aussi, parce que sur le Watches and Wonders, il y avait 4 jours réservés aux professionnels, donc aux maisons, aux détaillants du monde entier, mais aussi 3 jours destinés au grand public. Donc on a vu que les systèmes Codetech ont non seulement plu par leur simplicité, leur ludicité, et le fait que ça résolvait ces problématiques de perte et de vol. Et j'avais une petite question, parce que moi je connais le projet, mais je ne l'ai jamais essayé encore. Au niveau de l'expérience utilisateur, est-ce que ça change quelque chose au niveau du poids, du confort? Alors non, en termes de poids, on est à peut-être 4-5 grammes près, idem au fermoir d'origine, si on parle du Rolex. Et en termes d'expérience, par contre, oui, on a des gens qui mettent plus souvent leur montre, on a un taux d'usage qui a augmenté.
avant où les gens réfléchissaient à dire je vais en bateau, je prends ma montre ou pas, ou ils réfléchissaient pas, ils la prenaient pas. Aujourd'hui, ils la prennent. Ah, c'est cool. Ils la verrouillent pendant le temps de jet ski, de bateau. Et pareil pour les soirées, on a des gens qui n'osaient plus mettre leur montre et qui maintenant retrouvent de la confiance parce qu'on sait très bien que quand les gens ont peur, ils finissent par plus consommer l'objet de luxe. Et au niveau du confort ? Alors, au niveau du confort, on a de la mise à l'aise intégrée. Très bon point. Comme sur l'origine, voire certaines... De la mise à l'aise ? Par exemple, sur ma Tudor, moi j'ai une double sécurité. Enfin, j'ai un fermoir qui se ferme 2 fois. D'accord. Mais je n'ai pas ce qu'ils appellent Ultifit. C'est un rail pour avoir un ajustement rapide. Quand ton poignet est gonflété, souvent sur un bracelet acier, c'est pas agréable. Et là, tu peux ajuster grâce au fermoir. Donc il y a cette technologie. Donc tu n'as même plus besoin de retourner en boutique pour ajouter un maillon, pour ajuster ou faire ajuster. Oui, maintenant toutes les maisons équipent de plus en plus utilisent des systèmes de confort, de mise à l'aise. Et nous, on s'inscrit un peu dans cette révolution. Au début, les montres étaient portées dans la poche. Ensuite, elles sont venues au poignet pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais les guerres, etc. L'objectif de venir rassembler des gens au même moment pour des événements communs. Ensuite, la montre, elle a dû s'adapter à plusieurs usages, donc à la plongée, à l'aviation ou autre. Et du coup, on a inventé, les manufactures ont inventé les systèmes de mise à l'aise, d'ajustement, rapide, sans outils. Aujourd'hui, c'est les T-Fit, les Glide Lock, Rolex. Ça devient une norme. Voilà, c'est devenu une norme. Ensuite, on a eu les systèmes d'interchangeabilité. Ouais. On a voulu donner à la montre plusieurs rôles. Le dimanche, on pouvait faire une plongée sous-marine avec un bracelet caoutchouc. Le lundi, aller au bureau avec son bracelet acier. Et le jeudi soir, aller à un gala avec un bracelet alligator. Tu vois ce dont on parle, Marie-Michel ? Oui, tout à fait. Interchangeabilité par clips. Et là, c'était une des révolutions des 20 dernières années. La nouvelle révolution aujourd'hui, on pense sincèrement, et c'est pas galvaudé, c'est des gens de l'industrie qui le disent, des gens comme Jean-Claude Biver, qui est le pape de l'horlogerie, qui dit que résoudre les problèmes d'insécurité, ça va devenir un des enjeux majeurs de l'horlogerie si on veut continuer à ce que l'horlogerie de luxe se vende. Et du coup, les systèmes de sélection de niveau de sûreté viennent représenter aujourd'hui cette révolution dans ce secteur-là. Donc ça peut peut-être devenir une norme dans le futur, on ne sait pas. Exactement, ouais. Alors moi j'ai une question parce que c'est bien joli, on voit tout ça, on voit tous les systèmes que tu proposes, mais ça a un coût. Je veux dire, comment t'as fait ? Tu t'es lancé sans rien. Comment tu fais pour alimenter le financement de tous ces développements en fait ? Alors ça, c'était l'objectif de notre première levée de fonds. Faut savoir qu'une start-up, surtout dans la tech, dans l'innovation, on ne gagne pas d'argent tout de suite. On vient d'abord valider la technique, valider son marché, et après on va chercher la croissance une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle un product market fit, une rencontre entre un produit, et pas qu'un produit, un prix, un positionnement, et un client, un marché. Première levée donc d'amorçage en 2019. Donc j'ai réuni des associés autour de moi, au début plutôt ce qu'on appelle de love money, c'est-à-dire des gens qui nous aiment. Du cœur. Voilà, et qui aiment le projet. Donc mon épouse, qui aide au quotidien et qui a aussi rentré au capital, mon cousin, des amis, mon directeur technique, Bruno, qui est rentré au capital. Et puis les banques, donc le CIC par exemple nous a suivis dans l'innovation, pas toutes les banques qui suivent. Aussi et surtout grâce à BPI. D'accord. BPI qui nous a octroyé une bourse French Tech. D'accord. Puisqu'ils trouvaient le projet très pertinent, ils voulaient soutenir cette entreprise française. Et également l'INPI, avec le PASS pays, PASS propriété intellectuelle, puisque comme on avait de la propriété intellectuelle et beaucoup de brevets dans notre entreprise. Qui est une très belle barrière à l'entrée. Ouais, qui permet d'avancer et de ne pas être copié pendant 20 ans. Ouais, clairement. Voilà un petit peu, donc levée de fonds d'amorçage qui s'est très bien passée, qui nous a permis de passer de 0 à 1, c'est-à-dire d'une idée à un produit et un marché qui se sont rencontrés. Et là, c'était une levée qui s'est passée en quelle année, rappelle-moi ? Alors ça, c'était tout début, 2019. 2019, on est en 2025. Qu'est-ce qui se passe ? On a enfin... T'as tout dépensé, t'as besoin de continuer à lever, ça se passe comment ? Alors on a nos premiers chiffres d'affaires, on réalise déjà, cette année, on va dépasser la centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on n'a pas de gros budgets mais c'est déjà intéressant, et l'objectif c'était vraiment de trouver le marché. L'objectif c'était pas forcément aller inonder le marché avec un produit dont on n'était pas certain. D'ailleurs, il vaut mieux prendre son temps pour être sûr, adapter, etc. Donc aujourd'hui, le produit plaît. Oui, là, en gros,
on a 2 grandes typologies de produits, les WatchLock, les Keitech, mais aussi des fermoirs plus simples qui viennent juste en rétrofit des fermoirs, des anciens fermoirs, notamment chez Rolex, qui n'avaient pas de système de mise à l'aise et pas de double sécurité. Donc vous aviez une Rolex des années 90. Le design n'a pas changé d'un point de vue de la boîte et du cadran, mais le fermoir, c'est un fermoir des années 80-90. Oui, donc vous ne pouvez pas avoir le nouveau fermoir Rolex, sauf à acheter une nouvelle Rolex. Rolex ne vend pas de pièces détachées. Donc nous, on a proposé à ces clients-là qui avaient un vieux fermoir de l'upgrader avec des fermoirs double sécurité et mise à l'aise. C'est notre fermoir Alpha. Ah oui, Ensuite, c'est ça. Voilà. C'est la nouveauté. Oui, c'est une des nouveautés, puisqu'on a eu de la demande, hein, des gens qui... C'est l'équivalent de mon fermoir Tudor, par exemple. Le double. Avec des billes en céramique. J'adore. Et donc, du coup, pour continuer à faire ce développement, tu lèves, je sais, c'est pour ça. Donc, pour lever, du coup, tu es en train de lever des fonds, etc. Oui, première phase donc d'amorçage terminée. D'accord. On a trouvé notre marché. Très bien. Maintenant, on va aller sur la phase de go-to-market. Donc, aller adresser ce marché, à la fois les maisons horlogères à qui il faut fournir quand même beaucoup de prototypes qui coûtent de l'argent en R&D et aller chercher la croissance d'un point de vue B2B et B2C. On a un réseau de détaillants et un site e-commerce sur lequel on vend nos produits. Donc là, on va avoir besoin d'argent pour communiquer et avancer sur ces sujets. Donc, deuxième levée qui est en cours. En cours. Voilà, levée seed, qu'on appelle. Ouais. Qui a bien marché puisque. Et cette levée, elle est ouverte là. Oui, elle est encore ouverte. Jusqu'à quand? On a réussi à lever à peu près 90% de l'objectif. Donc il nous reste à peu près 10% du capital qu'on voulait ouvrir à disposition. Donc oui, la levée est toujours d'actualité. Bah écoute Sébastien, ton projet pour sécuriser les montres de luxe, moi il m'intéresse énormément, j'y crois. Étant créateur de contenu, je pense que j'ai un rôle à jouer. Si tu cherches encore des investisseurs, je suis partant pour investir dans ton projet. Bah écoute, j'en serais ravi parce que je sais que tu connais le sujet. Et ouais, tu serais ça me ferait super plaisir. Investisseur et associé, donc je serais ravi si tu rentres dans l'aventure, en effet. Marie-Michel, toi, t'en penses quoi? Alors, moi, très honnêtement, j'ai envie d'y aller, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que t'es clairement un spécialiste de l'horlogerie, etc. Donc, si t'y vas, j'ai envie d'y aller. Puis on fait tout, on se suit. T'es spécialiste dans l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Et effectivement, j'ai envie de dire, je vais pouvoir sortir enfin ma montre du coffre. Donc ça, c'est bien, grâce à ce fermoir innovant. Et puis, en fait, je vais investir. Donc voilà, donc j'ai envie d'investir, ça sera mon premier rôle de business angel. Bravo. Franchement, et pour 2 raisons. D'abord, les brevets, barrières à l'entrée. Et puis, tu as parlé de ton équipe. Et c'est vrai qu'en entrepreneuriat, il y a des sujets bloquants, notamment l'équipe. Et de ce que tu en as dit, effectivement, vous êtes une équipe soudée, tu sais ce que tu fais. Et il y a la validation au travers des salons, des marques que ça intéresse. Et je suis bluffée qu'il n'y ait pas d'autre solution que la tienne. Donc moi... Marie-Michel. Yes! Merci. Partons ensemble dans cette aventure. Allez Martin, encore une nouvelle aventure ça va être ensemble. Cool. Merci Sébastien. Au bord très prochainement. Alors il faut savoir que effectivement, quand je me lance dans un projet, j'aime bien faire partie prenante. Donc sache que je ne resterai pas juste à attendre de voir comment ça marche. Franchement, je vais te challenger. J'ai vraiment envie de faire partie de l'aventure et j'imagine que Martin aussi. Je pense que tu nous auras souvent au téléphone. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau de la com. Donc voilà. Donc tu as un très très beau projet. Merci beaucoup. Ce qui est vraiment intéressant, juste pour conclure, c'est que dans ton business model, si j'ai bien compris, il y a les licences. Tous les produits qui sont vendus, mais il y a aussi la certification on n'en a pas beaucoup parlé. Tout à fait, je peux rapidement en parler. Oui, 3 grands piliers de revenus. La fabrication, donc production, vente, commercialisation de nos produits. Donc la vente des licences brevets aux marques, aux groupes horlogers. Mais également, c'est tout nouveau. C'est vraiment aussi une petite révolution qu'on vient adresser. C'est la création d'un label de certification dédié au fermoir. Ouais, c'est génial. Du coup, le Watch Class Certification, qui est un équivalent du COSC ou du METAS que les passionnés d'horlogerie connaissent, qui viennent valider l'étanchéité, la résistance au champ magnétique et la précision des montres. Ça n'existe pas dans le fermoir, mais aujourd'hui, nous, on va venir, grâce à ce label, évaluer non seulement la sécurité, puisque c'est notre credo, mais également le confort et la fiabilité du fermoir, ce qui va permettre aux passionnés de savoir directement si la marque fait des efforts aussi dans le fermoir. Pour les assurances, de très facilement dire cette marque. Eh bien, on va s'interrompre là parce que Sébastien, il pourrait parler pendant des heures. Et Marie-Michel,
Ce que je te Oui. propose, c'est que comme on fait partie de l'aventure Orcos, si dans les commentaires ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Tout à fait. Et comme ça, on réinvitera Sébastien sur un autre Alors moi, j'ai épisode envie de de ton rajouter podcast. aussi autre chose. Si ça vous intéresse d'investir, n'hésitez pas à contacter Sébastien, plus que la levée est ouverte jusqu'à quand? La fin du mois. Encore un bon mois, je pense. Ouais. Un bon mois. Donc n'hésitez pas. Merci à tous. Et effectivement, merci Martin pour cet échange passionnant. J'ai appris encore une fois plein de choses sur les montres. Et Sébastien, bravo. Et je suis vraiment ravie de faire partie de l'aventure. Merci pour vos encouragements et merci pour votre implication. Clairement. Eh bien, en merci tant à qu'associé. tous. N'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit commentaire. À bientôt. Au revoir.